Il pourrit, se décompose à une vitesse impossible. La vrille, qui transperce le vandale en décomposition, se rétracte dans le mur, emportant le vandale avec elle, l'absorbant. Alors que le vandale est absorbé, les fissures qu'il avait faites dans le mur avec sa baramine semblent se réparer d'elles-mêmes comme une blessure qui guérit. Sa matière, peut-être même son âme, ne fait plus qu'un avec le village qu'il avait autrefois voulu profaner. Les vandales n'avaient jamais imaginé que le village riposterait. Avec l'ancien porteur de pieds de biche éliminé, le village tourne son attention vers les deux autres vandales. Celui qui tient la bombe de peinture est le premier à tomber. Le sol se plisse autour de ses pieds, les racines s'enroulent fermement et l'entraînent dans la terre comme des sables mouvants. Il crie à son ami de l'aider, mais la terre étouffe rapidement ses paroles. Même si le seul vandale survivant n'était pas lui aussi enraciné au sol, il n'aurait rien pu faire pour sauver son ami qui s'enfonçait rapidement. Alors que le vandale à la bombe de peinture est englouti par la terre, le vandale au marteau sent une montée d'adrénaline parcourir tout son corps. Avec une force incroyable, ignorant la douleur atroce que cela lui cause, il arrache ses pieds des racines. Certaines racines sont arrachées de la terre, d'autres sont arrachées de ses pieds. Ses chaussures se remplissent peu de sang, il se retourne et court vers la lisière du village. Même s'il a perdu ses amis, s'il s'en sort, il pourra prévenir les gens. Il pourra arrêter tout ça. Mais il ne s'attend pas à ce que les maisons autour de lui développent une autre modification. D'étranges sphincters organiques qui crachent à grande vitesse de petits dards, semblables à des oses, qui se plantent dans le dos du vandale. Une substance chimique inconnue s'infiltre des dards dans les muscles du vandale, le paralysant. Il s'effondre au sol, écumant de la bouche, tandis qu'une autre longue vrille s'étend, l'attrape par ses pieds blessés et le ramène vers le village. Il y a un prix à payer. Depuis sa découverte, la fondation SCP a attribué la désignation SCP-1-135 à une anomalie située dans un village sans nom en Inde. Tout nom historiquement associé à ce village isolé, ainsi que son emplacement exact, ont été supprimés de tous les registres publics et même expurgés de la propre base de données de la Fondation. Tous les anciens résidents vivant dans la zone avant son acquisition par la Fondation ont depuis été expulsés, relogés et réinstallés, ainsi que traités avec des doses suffisantes d'amnésique pour empêcher toute connaissance concernant SCP-1-135 d'atteindre le public. La zone entourant SCP-1-135 présente quelques irrégularités pour un village de cette région particulière de l'Inde. Les maisons du village sont construites autour d'un temple hindou ainsi que des lieux de commerce locaux. Cependant, les chercheurs ont noté que la structure habituelle des bâtiments est incohérente avec l'architecture indienne traditionnelle. Les routes menant au village, le traversant et sur 2 km alentour sont entièrement pavées en béton bitumineux. De plus, les maisons sont beaucoup plus grandes que celles que l'on trouve ailleurs dans la région, et elles s'y montrent des signes d'avoir été construites avec des méthodes et des matériaux bien plus avancés technologiquement que ceux observés même dans les villages voisins. Chaque bâtiment à proximité de SCP-1-135 est équipé d'eau courante chaude et froide, d'électricité fonctionnelle et d'un système d'égout, ce qui est considéré comme rare dans la région. Bien que la Fondation ait mené des recherches approfondies dans et autour du village, le personnel n'a pas été en mesure de déterminer exactement comment l'électricité parvient à ces bâtiments. Il n'existe aucune infrastructure fonctionnelle comme on en voit dans les endroits alimentés par des réseaux électriques, ni aucun système rudimentaire dans la région produisant de l'électricité. Les chercheurs n'ont pas pu localiser de générateurs pouvant alimenter les habitations du village et il a été supposé qu'elles reçoivent plutôt l'électricité en raison directe des propriétés anormales du SCP-1-135. Après avoir mené des enquêtes supplémentaires sur la structure des bâtiments de la région, le personnel de la Fondation a découvert que les matériaux utilisés pour la construction ne sont pas seulement uniques au village, mais semblent également être d'origine organique. Chaque structure dans la zone affectée par le SCP-1-135 est constituée de ce qui semble être des brins de fibres organiques qui traversent chacun des bâtiments. En fait, tous les éléments fixes permanents du village, à l'exception de tout ce qui a été apporté et installé par la Fondation, sont constitués de ces mêmes fibres. Ces brins n'affectent jamais ni ne menacent l'intégrité structurelle d'aucun des bâtiments et s'étendent dans le sol sur environ 3 mètres de profondeur, comme les racines d'une plante. Des analyses spectrales approfondies et des fouilles dans certaines zones autour de SCP-1-135 ont révélé que ces fibres organiques sont connectées, formant un réseau sous le village lui-même. Elles sont capables de croître et de s'auto-réparer à un rythme impressionnant, ainsi que d'absorber des nutriments du sol, fonctionnant à nouveau comme le feraient les racines de nombreuses fleurs et arbres. Vous voyez,
SCP-1135 n'est pas un village, c'est simplement quelque chose qui y ressemble, quelque chose de vivant. SCP-1135 est un grand organisme vivant. Cela a amené les membres de l'équipe de recherche à appeler l'anomalie de façon informelle le village vivant. Les chercheurs ont noté que SCP-1135 présente des similitudes avec certaines souches de champignons, bien qu'il soit plus grand et ne semble pas nécessiter les mêmes conditions de faible luminosité où de nombreux champignons prospèrent. Les fibres qui composent SCP-1135 ont été observées lors des tests en train de générer une grande variété de matériaux organiques et non organiques autour d'elles. Selon les chercheurs de la Fondation, c'est ce qui a permis aux fibres de former les structures que l'on trouve dans le village, presque comme une forme de camouflage actif. Un assistant de recherche travaillant sur place l'a même comparé au mécanisme de défense de certains insectes, comme les phasmes ou Caligo urolachis, plus connu sous le nom de papillon hibou, à cause des marques distinctives sur ses ailes qui ressemblent au visage d'un hibou afin d'éloigner les prédateurs. Cependant, un expert en entomologie anormale affecté à SCP-135 a été particulièrement offensé par cette observation, exprimant son incrédulité face à l'idée qu'une créature puisse se déguiser en village pour se cacher. Il était déjà connu que cela avait attiré des êtres humains dans la région, puisque SCP-135 avait même été une communauté active avant que le village ne soit acquis par la Fondation. L'entomologiste, dans un accès de rage, a lancé des obscénités à l'assistant de recherche et lui a interdit de jamais parler à nouveau. Les fibres dont SCP-1135 est constituée sont connues pour pouvoir se réparer elles-mêmes et peuvent donc réparer les structures trouvées dans le village. Périodiquement, de nouveaux exemples de ces bâtiments cultivés de manière organique commenceront à émerger du sol, maintenant leur intégrité structurelle à tout moment pendant ce processus. Grâce à l'utilisation d'acide chlorhydrique pour empêcher l'expansion de la zone affectée, SCP-1135 reste confiné à l'intérieur du périmètre établi par la Fondation SCP. Ce qui semble être un résultat direct. Lorsque l'espace est limité, les structures plus anciennes du village semblent s'effondrer et se désintégrer avant de laisser place à de nouvelles qui poussent à leur emplacement. Quand cela arrive, les fibres à l'intérieur de ces vieilles structures s'atrophient à mesure que le bâtiment meurt, faute d'un meilleur terme. Afin de survivre, comme tous les organismes vivants, SCP-1135 nécessite une forme de subsistance. Au départ, l'équipe de recherche sur place a supposé que cela était entièrement dû au fait que les fibres absorbaient l'eau et les nutriments du sol. Cependant, cela ne suffit pas à nourrir SCP-1135 pour lui permettre de survivre. La principale source de subsistance de l'anomalie n'a été découverte qu'à la suite d'un incident impliquant l'assistant de recherche susmentionné et l'expert en entomologie anormale. Manifestement encore très offensé par la remarque de l'assistant de recherche concernant le camouflage de SCP-1135, l'entomologiste a pris une Jeep sur l'une des routes asphaltées quittant le village. À l'insu du reste de l'équipe de recherche, l'entomologiste a suivi la route jusqu'à son extrémité, arrivant dans des broussailles isolées, une zone qui reste sèche et chaude pendant les mois d'été mais qui évite de devenir un désert en hiver grâce à un temps plus frais et plus humide. Alors qu'il était seul dans la zone, l'expert en entomologie anormale a entendu un bruit presque comme un grésillement. L'identifiant rapidement, il l'a reconnu comme le son d'avertissement produit par une certaine variété de serpents pour repousser les menaces. Il a enquêté davantage et a rencontré un échis sauvage connu localement sous le nom de vipère à écailles de scie ou vipère des tapis. Sachant que ces serpents étaient envenimeux et responsables du plus grand nombre de décès liés aux morsures de serpents dans le monde, l'entomologiste a réussi à capturer et sécuriser le serpent sauvage, une action qu'il décrira plus tard comme n'étant pas très réfléchie. De retour au village habité, il faisait déjà nuit lorsque l'entomologiste est revenu au quartier général de terrain de la Fondation avec la vipère à écailles de scie en sa possession. Le reste de l'équipe de recherche s'était retiré dans ces quartiers pour la soirée et tout le monde dormait. Sous le couvert de l'obscurité, l'entomologiste relâcha la vipère à écailles de scie capturée dans la couchette de l'assistant de recherche pendant que l'homme dormait en guise de représailles pour sa remarque précédente. Comme prévu, la vipère à écailles de scie mordit l'assistant de recherche endormi, lui injectant une dose mortelle de venin et le tuant instantanément. Paniqué, réalisant la gravité de ses actes, l'entomologiste traîna le corps de l'assistant jusqu'à la périphérie du village et le cacha dans un bâtiment. Le lendemain matin, les autres chercheurs remarquèrent rapidement la disparition de leur assistant. Bien que personne ne soupçonnât un acte criminel, une fouille des environs fut menée et le corps de l'assistant de recherche fut découvert, ou plutôt ce qu'il en restait.
En une nuit, le corps s'était décomposé à une vitesse extrême, presque desséché et méconnaissable, comme vidé de toute substance. Étrangement, la décomposition du corps n'avait produit aucune odeur perceptible, contrairement au gaz habituel, poussant une partie de l'équipe à examiner les restes de plus près. En procédant ainsi, ils découvrirent comment SCP-11-135 se nourrit des fibres provenant du bâtiment. Le corps de l'assistant de recherche avait été laissé dans un endroit où les fibres s'étaient accrochées à la dépouille et utilisèrent les cellules mortes et autres matières organiques comme source de subsistance. Il s'est avéré qu'en plus de puiser de l'eau et des nutriments dans le sol, tout déchet biologique laissé à l'intérieur des limites du village devenait une source de nourriture pour le village vivant lui-même. Cela s'appliquait à tout type de déchets dans la zone. C'est à cause de cela qu'un chercheur s'est rendu compte que personne n'avait vu de carcasses d'animaux ni d'excréments nulle part dans le village. SCP-1135 l'avait absorbé et mangé, tout comme il était en train de le faire avec le corps de l'assistant de recherche. En apprenant non seulement que l'assistant de recherche décédé avait été retrouvé, mais aussi que ses restes étaient en train d'être décomposés et consommés par SCP-1135, l'entomologiste a vomi des déchets qui ont également été absorbés par le village vivant et a ensuite avoué le meurtre. Il a été placé en probation et a reçu une interdiction de 2 ans de travail sur le terrain, y compris les expéditions dans des zones anormales. Craignant au départ d'être les prochains sur le menu de l'organisme, les membres restants de l'équipe de recherche ont approfondi l'étude du processus de consommation de SCP-11-135. En se testant eux-mêmes, ils n'ont trouvé aucun signe indiquant que l'organisme les utilisait secrètement comme nourriture, ne détectant ni carence ni perte de tissus non remarqués. Il semblait n'affecter que les tissus organiques morts, ou tout ce qui ne servait plus à une quelconque fonction biologique pour quiconque dans le village vivant. Les déchets de la zone se décomposaient rapidement, sans odeur révélatrice, ne laissant que peu de traces. Les chercheurs ont conclu que l'organisme transformait ensuite ces déchets en nutriments pour lui-même grâce à un processus anormal inconnu. Ce qu'ils n'ont pas pu déterminer, c'est comment SCP-1135 était capable de différencier les matières résiduelles des autres matières encore vivantes. L'équipe de recherche a d'abord suggéré que le village vivant n'était pas tout à fait semblable à un organisme comme une plante, mais qu'il pouvait potentiellement posséder une forme de sensibilité, voire d'intelligence. Il a ensuite été noté que certaines structures à l'intérieur des limites du village qui commençaient à se désintégrer le faisaient généralement si SCP-1135 était resté longtemps sans se nourrir. Il était capable d'utiliser les bâtiments construits à partir de ses propres fibres comme source de nourriture alternative. A l'inverse, comme observé après que le village vivant ait consommé les restes de l'assistant de recherche, une plus grande ingestion de déchets a stimulé la croissance de nouveaux bâtiments ou l'amélioration de ceux existants. Notant la croissance rapide de nouveaux bâtiments après l'alimentation, l'équipe de recherche a proposé des tests invasifs sur la zone affectée de SCP-135. Ils avaient observé le village vivant déconstruire sa masse pour se nourrir et voulaient étudier sa réaction lorsque ces structures fibreuses seraient endommagées par des facteurs externes. D'après la façon dont les fibres s'étaient comportées jusqu'à présent, il semblait logique de supposer que tout dommage infligé au bâtiment du village vivant se régénérerait simplement. Cependant, la manière dont l'organisme a réagi aux expériences de l'équipe de recherche était loin d'être aussi prévisible. Infliger des dommages mineurs à l'une des structures du village vivant était, comme on s'y attendait, rapidement corrigé par les fibres. Cependant, des dommages répétés ou suffisamment importants poussaient de l'organisme anormal à créer de nouvelles structures avec ses fibres, sous la forme de pièges élaborés qu'il utilisait pour blesser, repousser ou, dans des cas extrêmes, tuer ses agresseurs. Plusieurs membres de l'équipe de recherche examinant les réactions défensives du SCP-1135 se sont soudainement retrouvés à tomber dans des pièges qui semblaient se former juste sous leurs pieds en quelques secondes. D'autres n'ont pas eu cette chance. Au cours d'une expérience impliquant de frapper l'un des bâtiments du SCP-1135 avec une masse, le chercheur tenant cet outil a été vu s'arrêter soudainement en plein mouvement de balancement du marteau. Après une inspection plus approfondie, il est apparu que son cœur avait été transpercé par plusieurs chausses-trappes à pointe qui avaient jailli du mur et empalé son corps alors qu'il frappait le bâtiment fibreux organique. Malgré les tentatives pour soigner ses blessures, le traumatisme subi par ses principales artères était trop grave. Avant que l'équipe ne puisse préparer l'enterrement, SCP-1135 avait déjà entamé la décomposition et la consommation de son corps, l'identifiant comme un déchet à décomposer pour en extraire des nutriments.
Une autopsie réalisée par les chercheurs a révélé que les pièges mortels fabriqués par le SCP-1135 pour dissuader les assaillants étaient bien plus complexes que tout autre mécanisme de défense naturelle. Loin de posséder du poison pour tuer les prédateurs ou un camouflage pour s'en cacher, de plus en plus de membres de l'équipe de recherche commencèrent à soupçonner que le SCP-1135 possédait une certaine forme d'intelligence. Les pièges qu'il fabriquait nécessitaient une grande intelligence et compétence humaine pour leur conception. Un examen plus approfondi a déterminé que, si elles n'étaient pas altérées, les pièges produits par les fibres organiques du SCP-1135 se désintégreraient dans un délai de 20 à 30 jours, à moins d'être déclenchés ou endommagés de manière répétée ou suffisamment importante. Cependant, le SCP-1135 n'a montré aucune hostilité active envers la vie humaine. À une occasion, lors des préparatifs pour confiner le SCP-1135 à l'intérieur de la zone délimitée par la clôture de sécurité, une mesure d'acide chlorhydrique dilué a été accidentellement renversée sur l'une des structures, provoquant une panique temporaire parmi les chercheurs qui craignaient que le village vivant ne riposte avec davantage de pièges. Cependant, montrant une fois de plus un certain degré d'intelligence, l'organisme semblait capable de différencier les dommages causés de manière indirecte et intentionnelle, ainsi que ceux infligés par des organismes vivants ou par d'autres forces naturelles. Bien que toutes les conclusions de l'équipe de recherche aient fortement suggéré que le SCP-1135 possède un certain degré d'intelligence semblable à celle de l'homme, cela reste non prouvé. La découverte du SCP-1135 a eu lieu à une date non divulguée avant l'arrivée de la Fondation dans la région. Un journaliste qui enquêtait sur les efforts d'aide dans la région de l'Inde où se trouve le SCP-1135 a entendu des rumeurs de la part des habitants locaux décrivant un endroit où des bâtiments semblaient avoir poussé du jour au lendemain. Des entretiens avec des témoins ont mené le journaliste vers le village où une petite population s'était rassemblée et vivait. Des agents de la Fondation sont intervenus pour garder secrète et classifier la découverte du village et du SCP-1135 avant que des informations ne soient rendues publiques. Lors de leur intervention au SCP-1135, les agents de la Fondation ont mené des entretiens avec les habitants locaux et ont rapporté que le village ne possédait des propriétés anormales que depuis quelques années. Le journaliste détenu pour un interrogatoire supplémentaire par la Fondation enquêtait sur un projet de développement de logements durables mené dans la région. Selon les informations découvertes par le journaliste, ce projet était responsable de la création du SCP-1135 et avait été mené par une organisation connue sous le nom de Fondation Caritative Mana. Cependant, d'après ce que la Fondation SCP a pu déterminer, il n'existait aucune organisation caritative de ce nom et toute tentative d'identifier les personnes impliquées dans le projet s'est révélée infructueuse. À l'insu de la Fondation SCP, la Fondation Caritative Mana était loin d'être une organisation fictive. Bien que leur existence ait été cachée à la Fondation par des moyens cognito-hasardeux, la vérité est que la Fondation Caritative Mana est une organisation à but non lucratif et non gouvernemental qui a pour intention d'utiliser des anomalies afin de fournir une aide humanitaire et des secours d'urgence à diverses régions sous-développées à travers le monde. En tant que plus grande organisation caritative paranormale internationale existante, la Fondation Caritative Mana a été responsable de la création de nombreux SCP utiles qui ont été contenus par la Fondation, SCP-1135 en faisant partie. Peu après la prise de contrôle de la zone par la Fondation, un événement étrange a été enregistré. Cela s'est produit lors d'un contrôle d'observation de routine effectué par les chercheurs. Plusieurs bâtiments du village vivant avaient installé ce qui ressemblait à des caméras de sécurité sur leurs murs extérieurs et dans certaines zones intérieures. On a observé que ces caméras surveillaient les équipes de gestion des déchets lorsqu'elles se déplacent dans le village pour déposer la nourriture de SCP-1135, au-delà du simple suivi de leur déplacement. Les caméras ont eu peu d'impact sur le personnel de la Fondation dans SCP-1135. Les requêtes pour démanteler et examiner le fonctionnement interne de ces caméras attendent l'approbation de l'administrateur du site 43. Dr Regal, tous les 3 jours, une équipe de recherche assignée à SCP-1135 effectuera une série de vérifications de la zone à l'intérieur de la clôture de sécurité. Tout le personnel de recherche sur place est rassuré qu'il n'est pas nécessaire de prendre les précautions habituellement requises pour entrer dans un environnement hostile. Les chercheurs sont dissuadés de porter des armes sur eux lorsqu'ils vérifient la zone à l'intérieur de la clôture de sécurité. Cependant, ils sont tenus d'avoir en leur possession un communicateur radio bidirectionnel en tout temps. De plus, il est conseillé à chaque membre du personnel de la Fondation de maintenir un contact visuel constant avec un autre chercheur au cas où le village vivant aurait envie d'un petit encas nocturne. Rejoignez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior. Découvrez ensuite une autre entrée comme SCP-5853 à la ville Tikitafi